toutes, bonjour à tous. Vous allez certainement assister à un des meilleurs panels de cette journée. C'est parce vexant que... pour les autres. Oui, mais, mais on l'assume. Ici, depuis ce matin, il y a une énergie extraordinaire du monde entrepreneurial, des industriels, du monde universitaire, des chercheurs, sur cet élan du point de vue de l'industrie, bien sûr, de l'aéronautique, de l'aérospatial, du spatial également, et de la défense. Mais tous ces acteurs économiques, tous ces chefs d'entreprise présents ont à l'esprit quand même que ce monde il est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile de se développer, de prendre les bonnes stratégies. Alors, que mieux que vous offrir trois voix qui comptent dans le monde pour mieux comprendre l'état du monde d'aujourd'hui, et je l'espère qu'ils vont nous décrypter l'état du monde de demain, en tout cas on va essayer. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Hubert Védrine, qui a été le conseiller diplomatique durant les 2 septennats de François Mitterrand, qui a été le ministre des Affaires étrangères du président Jacques Chirac, qui est aujourd'hui un des hommes les plus écoutés sur les questions, bien sûr, de relations d'affaires, de relations internationales. À sa gauche, nous avons le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel. Vous le savez, l'Union pour la Méditerranée est née en 1995 avec cette idée justement de créer un modèle d'intégration économique de tous les pays de la Méditerranée. Nous verrons bien dans quelques instants si ce sujet de la souveraineté s'applique à la fois dans cet espace méditerranéen, mais également à l'échelle de chaque pays. Et puis enfin, vous le connaissez bien ici, au Maroc, entre autres, c'est Mohamed Berrada, professeur à l'Université Hassan II de Casablanca, mais qui est également ministre de l'économie et des finances, ici au cœur des enjeux du Maroc, et qui dirige encore un des think tanks les plus influents de ce pays. Alors messieurs, avant de se projeter sur l'avenir, peut-être, j'allais dire, on va faire comme quand on consulte le docteur. Cher Hubert Védrine, quel est l'état du monde aujourd'hui dans lequel les entrepreneurs, les industriels ont envie encore de se développer pour les mois et années à venir? Bon, avant de répondre, je dirais que je suis très content d'être à Casablanca pour quelques heures. Je suis un peu enroué parce que je parle trop ces temps-ci. Enfin bon, je suis très content d'être à Casablanca compte tenu de mes liens personnels avec le Maroc, bien sûr. Et c'est toujours une joie d'être dans ce pays, mais là, ce n'est pas une réunion franco-marocaine, c'est une réunion internationale dont l'idée est remarquable, surtout sur ce sujet. Et je comprends très bien que vous posiez la question de que va devenir la mondialisation. Alors, un retour en arrière très simple. Quand l'Union soviétique s'est désintégrée, a disparu, fin 91, les Américains ont dit de façon assez simple, on a gagné. C'est la fin de l'histoire. Nous sommes les maîtres du monde. C'est ce que j'appelais l'hyperpuissance à l'époque. Ouais. On pouvait parler d'hubris. Et nos valeurs définies par nous vont s'appliquer partout. Et s'il y a des pays qui ne comprennent pas, on va les sanctionner, éventuellement les bombarder, mais en tout cas, c'est nous qui sommes le sens de l'histoire. Les Européens, à l'époque, avaient une vision plus gentille et plus naïve, en disant, ça y est, c'est la communauté internationale. En fait, il n'y en a pas, sur le plan des valeurs et sur le plan géopolitique. Rule-based system. International rule-based system, on l'appelait. Oui, mais c'est pas vrai. Enfin, bon. Et alors, on s'est rendu compte au fil du temps qu'en réalité, contrairement au discours sur la mondialisation, genre OMC c'est très utile, mais je parle de l'idéologie OMC, on s'est rendu compte qu'en réalité, les peuples sont là, ils ont des histoires, des identités, des personnalités, et qu'il n'y a pas simplement 7 à 8 milliards de consommateurs complètement indifférents aux questions politiques ou historiques. Donc il a fallu redécouvrir ça par moment, par époque, après les 10 années de triomphalisme qui correspondent à la période 90. Alors donc, vous connaissez tous les étapes parce que vous avez vécu les questions de 11 septembre, de terrorisme, le changement de ton de la Chine, et puis maintenant la guerre déclenchée par Poutine en Ukraine, etc. Bon. Alors, la situation dans laquelle on est, on va en reparler après, mais pour moi c'est simple, la mondialisation globale, c'est une américano-globalisation en fait, avec des mondialisateurs et des mondialisés, qui souvent n'avaient rien demandé, mais
les forces de mondialisation étaient des forces économiques, financières, etc. Sous la forme qu'on a connue depuis 30 ans, c'est fini. C'est fini. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va être dans un monde complètement barricadé, avec des pôles isolés? Non. C'est impraticable. Même dans le bras de fer principal, qui n'est pas la Russie, mais la Chine et les États-Unis, on voit bien que, en dépit de la guerre commerciale, technologique, etc., les deux pays ne vont pas arriver à se dissocier complètement. Et c'est vrai dans tous les autres domaines. Et donc la difficulté de notre réflexion maintenant, c'est comment imaginer cette fragmentation de la mondialisation, où il y a toujours des luttes de puissance. Il y aura des blocs un peu plus qu'avant, mais pas hermétiques. Donc comment ça va fonctionner? Alors c'est très difficile pour les chefs d'entreprise, mais dans l'aérien, par définition, c'est évidemment ce qui va rester le plus ouvert, quoi. Il y a vous et le transport maritime. Mais pour les gouvernements, c'est très, très, très compliqué. Mais enfin, ce n'est pas votre problème. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place des gouvernements. Voilà, donc il faut réussir à penser à quoi va ressembler cette mondialisation fragmentée. Et justement, Hubert Védrine, avant qu'on rentre un peu dans les coulisses de ce qui se passe sur cette question de la souveraineté, cette fragmentation, beaucoup d'industriels ce matin s'interrogeaient en disant est-ce que cette fragmentation, ça y est, on y est arrivé, on voit bien qu'il y a un phénomène de re-régionalisation dans le monde, et on voit bien, on va en parler également avec le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, avec ce bloc Afrique, Méditerranée, Europe face au bloc Chine, États-Unis. Est-ce que selon vous, Hubert Védrine, on est arrivé à une stabilité de cette fragmentation, ou est-ce que cette fragmentation peut aller plus loin? Non, c'est très instable. On n'est pas arrivé à une limitation. Vous voyez, par exemple, l'idée des Européens de moins dépendre de l'extérieur. Il y a quelques années, si on avait parlé d'autonomie européenne ou de souveraineté, tout le monde aurait trouvé ça ridicule dans la conception OMC. Mais maintenant, on voit bien que dans l'affaire de la pandémie, la dépendance de l'Europe par rapport aux masques ou aux produits pharmaceutiques est excessive. Donc il y a un effort pour non pas redevenir autonome, c'est impossible. Même la Chine ne sera jamais complètement autonome, les États-Unis non plus. Mais il y a l'idée d'être moins dépendant. Alors on est moins dépendant si on dépend non pas d'un pays, mais de 5. Et donc ça laisse la place à des combinaisons pragmatiques sur comment est-ce qu'on va, disons, redévelopper les capacités en Europe sur différents plans. Et en matière aérienne, je pense que c'est encore plus ouvert, en fait. Donc je pense que ce n'est pas fini, c'est très instable, ça va continuer, mais ça ne va jamais s'arrêter clairement. On ne va pas dire un jour, ça y est, aujourd'hui la fragmentation est arrêtée. Ça va continuer à bouger dans tous les domaines, et après, chacun dans son métier doit regarder comment il peut se débrouiller dans tout ça. Mais il ne faut pas tomber dans un schéma aussi simpliste que le schéma de la mondialisation d'avant. On sera dans une combinaison. Merci Hubert Védrine. On réévoquera justement la complexité de ce sujet de la souveraineté. Mohamed Berrada, je le disais tout à l'heure, en 1986, vous êtes nommé par Hassan II ministre de l'économie et des finances. Et puis vous participez bien sûr à toutes les réunions, comme ministre de l'économie et des finances de l'époque, participe à Washington, à la fois au FMI, à la Banque mondiale, sur des enjeux de structuration aussi de dette pour le Maroc. Est-ce qu'à l'époque, on parlait déjà de ce sujet de la souveraineté et comment vous viviez justement ce début, on va dire, on était un peu au démarrage de l'accélération de la mondialisation heureuse. Quel était le rapport que vous aviez avec les organisations internationales? Je voudrais d'abord faire juste une remarque. Manifestement, la mondialisation a porté atteinte au problème de la souveraineté. Mondialisation, souveraineté, ce sont des concepts complexes. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe dans le sens où, lorsqu'on analyse un système, plus que les parties, c'est la relation qui se développe entre les parties qui est plus importante. Malheureusement, aujourd'hui, on a pris l'habitude d'analyser les phénomènes de manière fragmentée. On ne comprend plus rien. On dit « think global, act local ». Et le problème, c'est que souvent, on assiste à la fragmentation des phénomènes et des analyses, ce qui fait qu'on tombe sous l'effet où on ne comprend plus rien. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il faut comprendre d'où est venue la situation de 86. Nous sommes au début du phénomène de l'accélération, parce que la mondialisation n'est pas un phénomène récent. La mondialisation
a démarré il y a 90 000 ans lorsque vous regardez ou vous lisez Homo sapiens, lorsque les premiers hommes d'Afrique sont partis pour découvrir le monde et lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il a trouvé bien des Africains qui étaient là-bas déjà. Et on croit que c'est lui qui a découvert l'Amérique. L'Amérique a été découverte par l'Afrique. Et l'Afrique est la mère de tous les continents. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Mais il y a une accélération du phénomène de la mondialisation dans les années 80-90. Et d'où ça vient? Il faut regarder, mettre en parallèle à la fois l'histoire des faits économiques et l'histoire de la pensée économique. Nous étions 18e siècle, 19e siècle, avec une pensée libérale, Adam Smith, Ricardo, etc., Malthus, et qui a conduit jusqu'à l'excès de l'économie libérale à la crise de 29. Et on se disait, surtout, il ne faut rien faire, les marchés s'établissent et établissent l'équilibre de manière automatique. Finalement, en attendu, ça ne faisait que s'aggraver. Et tout d'un coup, Zorro est arrivé, c'était Keynes. Keynes a dit, au contraire, il faut agir. Il faut que l'État vienne. Et nous assistons aux 30 Glorieuses qui, historiquement, ont été parmi les meilleures périodes de l'histoire sur le plan de la réduction des déséquilibres, etc. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, ces 30 Glorieuses, en Europe, aux États-Unis, se sont terminées par une aggravation des déficits. Pourquoi? Parce que l'État dépense beaucoup et il y a un dérapage, accompagné bien sûr par un niveau d'inflation très bas. Tous ceux qui sont ici connaissent l'équation mathématique de l'équilibre financier, MV égale PT, lorsque la masse monétaire multipliée par la vitesse de la monnaie. Automatiquement, ça entraîne l'inflation et une augmentation des taux d'intérêt. Ça, c'est une problématique qui se pose aujourd'hui dans le monde, d'ailleurs. Comment nous vivons à un niveau d'inflation très bas et comment peut-on limiter cette inflation? Ce n'est pas uniquement par l'augmentation des taux d'intérêt. Lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, ça se répercute sur les entreprises et donc sur les coûts. Et on se trouve devant ce dilemme. Rien n'est facile. Tout est complexe, mais il faut arriver à voir les liens. Et la conséquence, c'est que les États étaient obligés, devant cet endettement, surtout des pays du Sud, comme le Maroc, comme le Mexique, comme le Brésil, on était tous attachés au Fonds monétaire pour rééchelonner la dette que nous avions, qui était essentiellement une dette publique. L'Égypte, c'était pareil. J'étais très lié avec le ministre des Finances de l'époque. On était au Fonds monétaire. Le Fonds monétaire dit OK pour rééchelonner, mais à condition que vous menez un certain nombre de réformes structurelles. Ces réformes structurelles, heureusement qu'on les a menées. Pourquoi? Mais en quoi elles consistent? Réduire le déficit. Réduire le déficit, c'est augmenter les recettes fiscales par des réformes de la fiscalité, mais également diminuer les dépenses. Et c'est là où il y a le problème. Parce que quand on veut diminuer les dépenses publiques, on diminue les dépenses les plus simples, c'est du social. Et finalement, on aggrave d'un autre côté la situation sociale. Et on prend du retard. Alors, le problème, c'est que toutes ces idées nouvelles qui rentrent dans Friedman, qui était en quelque sorte le penseur de Reagan et de Thatcher, et qui ont mis en place cette politique qui a été accélérée et qui a accéléré le phénomène de la mondialisation dans les années 80, mais surtout 90. Moi, je dis de 1990 jusqu'à 2022, c'est une période de transition très importante qui, au milieu, il y a eu la fameuse crise des subprimes, qui n'est rien d'autre que l'excès de l'économie, de néolibéralisme. Le néolibéralisme qui a certainement, dans certaines périodes, amené un peu de croissance, mais n'a pas amené de développement. Retenez bien les deux concepts, croissance-développement, ce n'est pas la même chose. La croissance, c'est un concept quantitatif. Le développement, c'est à la fois quantitatif, mais surtout qualitatif. Malheureusement, il y a eu de la croissance, mais pas de développement. On n'a pas recherché l'homme et les stratégies menées, et ça, il faut bien le comprendre, basées sur la consommation. C'est par la dépense et par la consommation qu'on tire la croissance. Alors la consommation, c'était le règne des consommateurs. Et c'est pour cela que je dis, maintenant, dans une nouvelle phase à partir de 22, on va passer à un autre régime probablement, où l'important, celui qui va régner en maître, n'est plus le consommateur, mais ça va être le producteur.
le producteur. On va justement en parler parce que, avec Nasser Kamel, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, voyons justement que dans cette fragmentation du monde, il y a eu bien sûr l'événement de la pandémie, qui redistribue quand même un certain nombre de sujets et qui peut offrir de nouvelles opportunités. On l'a entendu ce matin encore par des industriels, parce que bien entendu, la pandémie nous a amené à réfléchir à cette mondialisation, cette globalisation, qui est en train peut-être de se reconstruire, peut-être au profit justement, j'allais dire, de tout l'espace méditerranéen, et peut-être de rapprocher les chaînes de production. On en a beaucoup entendu parler ce matin. De cette pandémie, justement, Nasser Kamel, quels sont justement les faits concrets que vous voyez aujourd'hui positifs pour les pays de l'Union de la Méditerranée, et quels sont les enjeux qui seront certainement, on va parler bien sûr du climat, mais si on parle justement de la production, est-ce qu'on peut espérer justement que ce bloc que vous portez, vous, et que vous incarnez, Afrique, Méditerranée, Europe, revienne, on va dire, sur le devant de la scène avec beaucoup plus de puissance face au bloc chinois et américain? Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude d'être ici à Casablanca et au Maroc, et dans ce forum, première édition d'un forum sur l'aérospatiale qui démontre d'une manière certaine comment le Maroc a pris en main son développement économique dans un secteur clé de l'économie mondiale. Et je félicite les organisateurs, mais je félicite le Maroc et sa vision d'avenir. Je vais rejoindre ce que Hubert Védrine a dit sur la mondialisation et sur le fait que les 2 ou 3 dernières années, comme vous l'avez dit, depuis 2022, la crise, la pandémie et la guerre en Ukraine a démontré les limites de la globalisation. Je suis aussi d'accord que la mondialisation est là pour rester. Il ne faut pas exagérer non plus, mais elle ne sera pas la même. Dans un monde aussi qui a démontré les limites de cette globalisation, quand on a vu les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale s'effondrer à un certain moment et n'arrive pas à se reconstituer aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on voit même dans l'industrie aérospatiale les bottlenecks, comme on dit, qui existent pour pouvoir faire face à la demande. Et on a vu aussi un retour à la souveraineté dans un sens de cloisonnement. Les pays et le bloc se sont renfermés, donné priorité à leurs intérêts nationaux, au dépit de l'économie mondiale et au dépit de leurs intérêts à moyen et à long terme. Et dans ce monde-là, ce nouveau monde-là, je vois que l'Europe ne peut pas compter dans le monde de demain si elle ne pense pas voisinage. Et dans ce sens-là, ce voisinage, à mon avis, s'étend sur le voisinage Est, qui ne fait pas partie de mon domaine d'expertise, et le voisinage Sud, et au-delà du voisinage Sud, je veux dire la Méditerranée, l'Afrique. En économie, on dit « size matters ». Et dans ce sens-là, un bloc euro-méditerranéen avec l'Europe de l'Est, avec l'Afrique, pourrait quand même constituer un espace d'intégration économique renforcée qui peut apporter des solutions, pas en s'isolant des autres, du bloc américain ou du bloc chinois, avec ces pays autour de la Chine, mais qui peut avoir une certaine autosuffisance, indépendance par rapport à sa sécurité technologique, alimentaire et autres. Sans parler du défi majeur que cette région fait face, le défi climatique et le défi du réchauffement climatique. C'est une zone qui aspire à arriver à la neutralité, surtout en Europe communautaire, à la neutralité carbonique en 2030, à zéro émission en 2050. Je ne vois pas comment ce projet peut se matérialiser s'il n'y a pas une intégration au niveau d'énergie renouvelable avec l'Afrique du Nord. Et je peux démontrer mathématiquement pourquoi c'est impossible pour l'Europe d'arriver sans investir dans le renouvelable au sud de la Méditerranée. Alors,
je finirai par dire, oui, la globalisation est là, comme l'a dit Hubert. Hein, le monde va continuer à échanger, à travailler ensemble, mais les zones quand même vont se constituer d'une manière hein, d'avoir un certain niveau d'autosuffisance hein, par rapport aux autres blocs, mais aussi à cause du défi climatique. Parce que importer des produits intermédiaires ou autres de 7000 km ou 8000 km, ce n'est plus acceptable hein, au niveau de son impact climatique. Ce n'est même pas éthiquement hein, correct. Alors, quand on a le Maroc hein, à 20 km de l'Espagne, on a l'Italie à 300 km de l'Égypte, hein, je m'excuse. C'est pas logique de continuer dans une logique. Allez-y. Justement, Nasser Kamel, finalement, vous dites qu'aujourd'hui, il y a peut-être nécessité encore plus d'aller plus loin entre les pays de la rive nord et rive sud, notamment sur des enjeux de relocalisation industrielle dans ce nouveau monde. Je rappelle que quand même aujourd'hui, c'est 35% à peu près de chômage dans les pays membres de l'Union pour la Méditerranée. C'est une des poches où il y a le plus de chômage dans le monde, Ouais. qui touche la jeunesse et les femmes. Comment justement ce nouveau pari Très bien. de la relocalisation industrielle et du rôle que vous pouvez conduire peut amener justement à offrir plus d'emplois à des jeunes et à des femmes, notamment dans les secteurs de l'industrie aéronautique. Ouais. La globalisation a été liée au phénomène du offshoring. Aujourd'hui, on parle de nearshoring. Et on ne parle pas du nearshoring seulement dans notre région, on parle du nearshoring hein, à l'échelle mondiale. Les États-Unis donnent des avantages à son voisinage par rapport hein, à l'Europe ou par rapport au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. On vit dans une région où on a un problème démographique à double sens. On a une Europe avec une démographie décroissante et dangereuse même pour la prospérité économique de l'Europe, et on a l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient avec une démographie galopante. Mais les technologies nous ont permis, le nearshoring d'abord, nous permettent hein, de créer des systèmes d'intégration économique et de production. La digitalisation aussi nous a ouvert des voies extraordinaires hein, par rapport à une intégration sans nécessairement hein, un transfert de population d'un côté et de l'autre. Et c'est toujours mon discours. Moi, j'ai dit il ne faut pas travailler sur la problématique de l'immigration clandestine, il faut travailler sur les raisons réelles hein, et root causes of migration. Manque d'emploi, changement climatique et autres. Et je crois ce phénomène de nearshoring qui devient maintenant réalité à l'échelle mondiale est beaucoup plus évident dans cette région et au-delà de cette région et dans l'Afrique subsaharienne. Hubert Védrine, dans cet excellent livre que je vous recommande, Hubert Védrine, Une vision du monde, il y a un très bon chapitre sur la souveraineté. Moi, j'ai une question quand même, parce que quand on échange dans le monde politique, dans le monde des élites, j'ai le sentiment que les acteurs ne sont pas très à l'aise avec le mot souveraineté. Et vous, dans votre livre, vous dites finalement ce désir de souveraineté qui ne va pas s'arrêter. Il faut l'écouter. Ça fait très longtemps que vous dites qu'il faut l'écouter. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais que à la fois vous nous expliquiez, distinguer entre ce qui est souveraineté et souverainisme, et peut-être ajouter de dire aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop, on n'a pas suffisamment écouté les peuples sur ce thème-là, et comment on peut aborder la question de la souveraineté de manière beaucoup plus décomplexée et beaucoup plus apaisée avec les peuples pour éviter de tomber dans le populisme. Alors, le livre auquel vous faites allusion, c'est un recueil d'articles, un recueil de textes de préface sur 25 ans, donc ce n'est pas des textes d'actualité forcément. Mais il y a un très bon chapitre sur la souveraineté. Nasser dit que je suis toujours d'actualité, je le remercie, très bien. Bon, alors, dans l'affaire de la mondialisation, je répète ce que j'ai dit, il y a des mondialisateurs, Oui. à commencer par les États-Unis, mais pas que les États-Unis. Il y a des forces intellectuelles, des courants politiques qui voulaient mondialiser. La mondialisation, ça ne tombe pas du ciel. Des mondialisateurs et des mondialisés.
qui souvent n'avaient rien demandé d'ailleurs. Donc ils l'ont emporté complètement, puisque l'Union soviétique s'est effondrée, et que pendant 10 ans ou plus, les États-Unis ont dit on est les maîtres du jeu, on fait ce qu'on veut. Donc on va américano-globaliser. Et il s'est trouvé dans tous les pays du monde des gens qui ont dit ouais, c'est quand même notre intérêt, malgré tout. Il nous énerve un peu, mais enfin, c'est notre intérêt. Bon, et pendant très longtemps, quand il y avait des critiques en disant que ça allait trop loin, que ça était trop contradictoire avec la souveraineté, qui est une aspiration légitime, on disait oui, mais quand même, ça a permis de sortir d'une pauvreté horrible plusieurs centaines de millions de Chinois. Et c'est vrai aussi. Donc la pensée mondialisatrice caricaturale, c'est pas qu'elle ait négligé la souveraineté, elle l'a combattue. Elle a combattu. Elle a combattu. Et la souveraineté, y compris le souverainisme, qui est une affirmation, disons, politique, un peu exagérée, mais c'est la même idée quand même, ça a été considéré comme totalement archaïque. Totalement archaïque, le pénis, je sais pas quoi, débile, l'extrémisme. Bon. Donc il y a une volonté d'éradiquer ça. Et pour que ça marche, il fallait que dans le discours mondialisateur, on ne considère les êtres humains que comme des consommateurs. Donc peu importe qu'il n'y ait pas de production chez eux, la dimension sociale était négligée, la dimension écologique complètement oubliée. Donc à la longue, ça a déclenché des réflexes de souverainisme qui ont été présentés comme ridicules. Mais comme l'aspiration de tous les peuples dans le monde, historiquement, ils veulent être souverains, les peuples, si on prend le terme au sens banal, ils veulent être maîtres de leur destin. Et donc les mondialisateurs et les européistes exagérés, je suis pro-européen, mais je ne suis pas européiste, ils ont fait la même erreur sémantique, réussir à présenter la souveraineté comme étant une pathologie, en disant souverainiste, c'est montrer qu'ils n'avaient rien compris. Rien compris au peuple. Mais il y a toujours des peuples. Et donc les peuples, c'est collectivement, ils ont un certain bon sens. On veut bien la mondialisation si c'est bon pour nous. On ne veut pas de la mondialisation si c'est contre nous. La classe moyenne américaine, ils ont finalement dit, non, la mondialisation à la sauce de New York, là, c'est que l'ensemble des emplois industriels vont en Chine. Et nous, on est en chômage. Donc, ils votent Trump. Alors, les élites hurlent en disant c'est honteux, c'est du populisme. Mais quand les élites, que beaucoup de gens détestent, c'est d'ailleurs exagéré, mais enfin, c'est comme ça, quand les élites condamnent le populisme, les gens du peuple sont pour les populistes. Parce qu'ils détestent les élites qui condamnent, Bon, tout ça, c'était idiot, parce que ça aurait pu être géré beaucoup mieux, on aurait pu mieux négocier les accords OMC, on aurait pu dire l'attachement à la souveraineté est raisonnable, mais il faut l'exercer de façon intelligente, moderne, collective. Alors qu'il y a eu un discours quand même triomphaliste, et qui finalement se casse les dents sur le discours chinois, depuis Xi Jinping, qui dit on a notre propre vision des valeurs universelles. Indignation en Occident, forcément. Et la Chine dit on ne dépend que de nous-mêmes. On dit mais c'est honteux, c'est du protectionnisme. Mais la Commission européenne dit la même chose maintenant. On veut dépendre le moins possible des autres. Alors il y a toute une série de gouvernements qui se réveillent un peu tard et qui disent on veut dépendre le moins possible des autres. Donc vous voyez, je ne distingue pas souveraineté, souverainisme. Ça prend la forme souverainiste exagérée quand l'aspiration normale de souveraineté n'est pas prise en compte. Quant au populisme, c'est simplement quand les peuples ne votent pas comme les élites voudraient qu'ils votent. Donc on dit c'est du populisme. Bon. Donc les seuls endroits où il n'y a aucun risque de populisme, c'est quand il n'y a pas de peuple. Il n'y a aucun risque de populisme à Monaco, par exemple. Vous voyez. Alors dès que vous avez des peuples, il y a un éventuel populisme. Bref, comme il y a une prise de conscience un peu partout. Et je ne veux pas fâcher les Monégasques. Qui considèrent que c'est plutôt un avantage de ne pas être trop nombreux. D'ailleurs, c'est très compliqué de devenir citoyen monégasque. Ils ont bien vu le danger, vous voyez. Bon, donc je reviens à ce que je disais avant, et là je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Nasser. On va travailler pragmatiquement sur une fragmentation intelligente. Je reprends l'exemple de la santé et de la pharmacie. Le Maroc, puisqu'on est au Maroc, a des capacités absolument top dans ce domaine, formidable. Est-ce que les Européens vont refabriquer eux-mêmes, chez eux, avec les coûts sociaux européens, tous les médicaments possibles et imaginables? Bien sûr que non. Donc il peut y avoir, dans certains cas, les Européens vont refaire des choses. Dans d'autres cas, ils feront des accords avec des pays du proche, comme le Maroc, par exemple. Mais dans d'autres cas, ça sera avec d'autres pays de la Méditerranée ou de l'Afrique. Mais on ne peut pas donner une réponse globale. Comme ce n'est pas une réunion politique, on n'a pas besoin de slogans globaux.
ici. Donc on va pas dire uniquement dans la zone euro-méditerranée, parce que Nasser est là, il est secrétaire général. C'est un exemple, mais qu'il faudra concrétiser domaine par domaine. Il y a des domaines où en fait on devra tenir compte de l'Inde, ou bien on va faire des choses, mais avec d'autres parties de l'Afrique. Donc ça, c'est partie de la fragmentation. Moi, je pense que ça serait bien que, puisqu'on parle ici à Casablanca, qu'il y ait beaucoup de gens qui sont européens, pas que, qu'il y ait beaucoup de choses qui se fassent dans le cadre Europe-Méditerranée. Tant mieux, mais ça ne sera jamais tout. Vous voyez, donc on revient à une approche, mais vous êtes des chefs d'entreprise, donc vous avez une approche concrète, vous n'avez pas une approche idéologique de parti politique. Donc la réponse, elle est concrète et pragmatique. Hubert Védrine, j'aimerais bien qu'on évoque un sujet là avec nos trois invités. Dans votre livre, vous évoquez les trois chocs auxquels sont confrontés les dirigeants, les acteurs du secteur, à la fois ce choc climatique en un, auquel nous sommes confrontés, deux, ce choc démographique, et puis il y a ce choc digital que vous évoquez. Je voudrais qu'on en parle avec nos trois invités. Ce choc digital, justement, vous l'évoquez, enfin, on est entre les GAFAM et les BATX. Quelle est votre vision de l'avenir quand on sait qu'ici, dans cette salle, l'enjeu de la digitalisation, de l'industrie 4.0, de la relocalisation, c'est des sujets, je sais, sur lesquels vous êtes, vous, en tous les cas, Nasser Kamel, très mobilisé. Vous voyez la souveraineté numérique, vous voyez quoi pour notre avenir? Non, mais moi, je ne parle pas de souveraineté numérique, parce qu'on est mal barré si on parle de souveraineté numérique. Donc, à l'origine, le mouvement Internet, c'est un mouvement anarchiste, en fait. Anarchiste, ultra-individualiste, technologique, et qui voudrait être totalement indépendant des États. D'ailleurs, les plus dingos des grands patrons des firmes en Californie, ils voulaient acheter une île au-delà des eaux territoriales pour ne dépendre de personne, une sorte de délire, etc. Alors, le numérique, on peut avoir une vision très positive, c'est formidable. De toute façon, le monde de l'aérien ne peut pas exister sans de plus en plus de numérique. Dans le monde de la santé, il y aura des révolutions merveilleuses. Enfin, on peut être très positif, que positif. Mais si on prend le gouvernement, alors je ne parle pas des gouvernements autoritaires despotiques, genre Chine, mais les démocraties, ou les pays un peu démocratiques, tout le mélange, c'est devenu absolument infernal. Et moi, j'ai passé 20 ans, non pas dans la politique, comme vous le savez, mais dans le pouvoir, donc je sais ce que c'est que le pouvoir. Et le pouvoir, exercer le pouvoir dans des sociétés où on élit quelqu'un le dimanche, et on est furieux 3 jours après, parce qu'il a nommé quelqu'un qu'on n'aime pas, il a fait une déclaration de travers, etc. Donc on va le harceler, pas dans le vote suivant dans 5 ans, on va le harceler tout de suite. Dans le système d'information continue, qui est une sorte de machine à crétiniser toute la journée, et qui met en avant l'excitation, l'impatience, la peur, etc., etc., tous ces trucs, plus les réseaux sociaux. Et tant qu'on n'aura pas imposé, mais donc ça c'est l'autre phase du numérique, désolé, mais c'est la même chose, hein. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui est géniale selon la plaisanterie connue si elle permet disons, d'éliminer l'imbécilité naturelle, artificielle, naturelle. Mais donc, tant qu'on n'aura pas imposé dans le numérique que les gens doivent signer ce qu'ils disent, en indiquant où ils sont, avec une adresse fiscale, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, vous aurez un déferlement hallucinant de n'importe quoi. Et ça rend presque impossible le gouvernement, en tout cas les démocraties, où les dirigeants, au lieu de travailler, ils sont obligés de passer 90% du temps à essayer de contrer les attaques, de naviguer, etc. Donc je suis désolé, mais je réponds comme sur Janus. Il y a un côté très, très, très positif et un côté très, très négatif. Alors, sur le côté positif, sachez que vous êtes actuellement 18 490 à nous suivre sur la tribune Afrique et sur la tribune, ce qui permet à beaucoup d'Africains de nous suivre en direct. C'est un début. Nasser Kamel, ce sujet digital qui a beaucoup été partagé ce matin par les industriels présents, je sais que ça fait partie des axes sur lesquels vous travaillez beaucoup à l'échelle des pays membres de l'Union pour la Méditerranée. Oui, on y travaille parce qu'il y a un fossé digital entre le sud et le nord de la Méditerranée qui ne permettent pas une intégration économique entre les deux rives de la Méditerranée. On est une des régions les moins intégrées. 90% des échanges se passent en Europe. À l'Union européenne, 7% des échanges de l'Europe se dirigent vers notre région et 7% aussi vers l'Europe. 3% se font parmi nos pays. Et une des raisons clés
c'est le manque aussi, c'est ce fossé, il y a beaucoup de raisons, mais ce fossé digital qui existe entre ces deux rives, hein, qui ne permettent pas une intégration économique renforcée, qui ne permettent pas un transfert de pas mal d'emplois qui sont nécessaires pour le Sud et qui sont utiles pour le Nord, et que le Nord a besoin et n'a pas la capacité humaine ou démographique pour les remplir. Et dans ce sens-là, moi je regarde le digital avec une vision optimiste dans le sens de travailler avec les pays membres pour un transfert de savoir-faire, pour une mise à niveau, pour préparer notre jeunesse à utiliser les moyens et les outils de la digitalisation, que ce soit dans le secteur financier, industriel, traitement des données, pourquoi pas intelligence artificielle, hein, pour pouvoir donner au sud de la Méditerranée toutes ses chances, hein, pour gagner son pari de développement économique. Pour terminer cette dernière séquence de ce débat, finalement, on s'est dit, à vous trois, on a la chance d'avoir une valeur et une vision d'avenir. J'allais dire que si je prenais 1 heure de conseil de Hubert Védrine, ça vaut cher. Là, finalement, il nous reste 5 minutes. Moi, j'aimerais bien, l'un après l'autre, que peut-être justement par rapport aux signaux faibles qu'on a identifiés, mais également, on a beaucoup parlé des signaux faibles, mais il y a aussi des opportunités pour les entreprises. Peut-être que chacun porte un conseil aux entrepreneurs qui sont présents dans la salle sur comment il va falloir bien nager dans les mois et dans les années à venir, et les choix ou le conseil que vous pourriez partager dans cette vision du monde que vous portez tous chacun. On commence par justement, exercice pas facile, Mohamed Berada. Qu'est-ce que vous souhaitez partager en conclusion avec nos invités ce matin? Écoutez, les 30 dernières années, où a dominé l'accélération de la mondialisation, mais également le développement du système néolibéral, qui a donné beaucoup d'inégalités, peut-être un peu de croissance, mais des crises et des inégalités. Le problème, c'est que dans ce système, on a donné de l'importance essentiellement à la consommation. Et l'homme en est l'objet. Alors, pour moi, l'élément central, c'est de revenir à l'homme en matière de développement et de donner à l'homme la place qu'il mérite. Et quand on parle de l'homme, nos priorités, d'ailleurs c'est le nouveau modèle de développement au Maroc, c'est la santé, mais surtout l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi un phénomène très complexe, ce n'est pas facile. L'éducation, elle est complexe dans la mesure où elle commence à la naissance, parce que malheureusement, souvent dans nos pays, on croit que l'éducation commence en primaire à 6-7 ans. Elle commence à la naissance. Pourquoi, biologiquement parlant, l'intelligence humaine est absorbée pratiquement à 70% entre 2 ans et 7 ans. Et c'est là où il faut investir le plus. Quand on parle de l'intelligence artificielle et les défis que le monde est amené à affronter dans le futur, c'est d'abord la montée du nationalisme, qui est extrêmement dangereuse, et le repli sur soi. Nous sommes d'accord que la mondialisation a accéléré les échanges et que cette mondialisation a été surtout une mondialisation technico-économique, mais insuffisamment humaine, et que par conséquent, c'est là-dessus qu'il faut remettre les rails dans le bon sens. Deuxièmement, c'est la disruption technologique dans laquelle tout le monde a peur. Tout le monde a peur de l'évolution des sciences, de la manière avec laquelle ils risquent d'être utilisés, sachant que le volume de sciences qu'on a depuis l'Homo sapiens à ce jour, pratiquement double tous les 7 ans. Et la science, la connaissance, elle ne peut se développer que par le partage. Et c'est là où il y a le problème de fragmentation. On ne peut pas, le partage de la science, de la connaissance, vous savez, quand vous basez une croissance sur la connaissance, vous pouvez avoir une croissance qui s'accélère. Lorsque la croissance est basée sur des matières premières qui sont rares ou qui deviennent rares, là, il y a le problème. Et le troisième point, tu en as parlé, c'est le problème démographique. Historiquement parlant, là où il y a les puissances, c'est quand on arrive à joindre à la fois la démographie, l'économie et le militaire. Et c'est là où naissent les puissances.
Le problème, c'est que nous vivons une transition démographique, y compris dans nos pays. Et le problème, c'est qu'avec l'OMC, qui a réduit les principes de la souveraineté d'une manière générale, le fait qu'au Maroc, par exemple, on a abandonné l'industrie depuis les années 2000, au début des années 2000, l'industrie a beaucoup baissé. Et c'est la même chose en Europe. Ce qui a fait la puissance économique chinoise, c'est l'Occident. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Et que par conséquent, à mon avis, il y a toute une stratégie de démondialisation qui doit être remplacée par une stratégie de régionalisation où l'Afrique a une importance importante à l'égard, par exemple, de l'Europe. Merci Mohamed Berrada. Investir dans la formation, investir dans l'éducation, en tous les cas, c'est le message que vous souhaitez porter. Avant de laisser la parole à Nasser Kamel, justement, vous avez ici la venue d'une des plus belles régions de votre Méditerranée. Je souhaite la bienvenue à Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui vient de se joindre à nous. Alors Nasser Kamel, justement, ce que vous souhaitez partager en conclusion de cette table ronde. Écoutez, la question c'était qu'est-ce que je dirais aux chefs d'entreprise et aux décideurs économiques qui sont dans cette salle. Mon message est simple. Le réservoir de croissance qui existe dans le parcours méditerranéen et dans l'Afrique au sens large est énorme. Ce sont les deux régions qui ont un potentiel de croissance énorme dans l'Afrique et l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et je dirais, ayez dans vos stratégies de croissance, dans vos stratégies d'expansion, dans vos décisions d'investir cette vision que le monde de demain et que cette région va donner un potentiel énorme pour grandir avec une région qui va avoir un rôle, je ne dirais pas dominant, mais un rôle décisif dans le futur économique de notre monde d'aujourd'hui. Merci, monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Monsieur le ministre Hubert Védrine, vous allez avoir le mot de conclusion. Je terminerai par dire que vous avez souvent été à contre-courant, mais vous avez eu souvent raison. Donc, on peut vous écouter pour ce mot de la fin. Je n'ai jamais été à contre-courant exprès, hein, je ne suis pas du tout idéologique. Il m'arrivait de dire la réalité comme ça, et c'était le contraire de ce que croyaient les gens. Bon, c'est un autre sujet, ça. Alors, puisque vous êtes le monde de l'aérien, essentiellement, hein, ici, donc des chefs d'entreprise ou des spécialistes, des experts, des techniciens, des ingénieurs, vous êtes par définition un monde concret, contrairement au monde politique et encore moins le monde médiatique. Alors, très concrètement, on l'a dit, la fragmentation de la mondialisation vous laissera de toute façon un énorme espace, énorme, mais pas comme avant. Donc il faut intégrer les éléments nouveaux. Par rapport à ça, il y a des régions du monde où il y a un potentiel de développement interne géant. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Afrique, encore que moi j'hésite à parler d'Afrique sans mettre un S, parce que l'Afrique c'est un ensemble très vaste, très diversifié, etc. Mais enfin quand même il y a un potentiel en termes de liaison, d'interconnexion, de ceci, cela. Donc de toute façon, je dirais que quel que soit l'état de la fragmentation globale, États-Unis, Chine, il y a un potentiel géant en Afrique, pour ceux qui travaillent en Afrique. Bon, il n'y a pas que ça. Deuxièmement, ça n'a pas l'air lié, mais c'est lié. Inévitablement, en matière de flux migratoires, on va, à travers des milliers de disputes extraordinaires, on va vers une maîtrise plus grande des flux, une gestion des flux, une co-gestion des flux migratoires légaux. Et à un moment ou à un autre, il y aura des sommets entre les pays de départ, de transit et d'arrivée, sur le thème « on veut des gens par métier ». Et voilà les gens dont l'Europe a besoin et qu'elle est capable d'accueillir correctement, dignement, etc. etc. On va alors ça sera, vous imaginez les négociations, mais enfin, on arrivera à ça. Il y aura un autre phénomène qui est que le droit d'asile, qui est massivement détourné, qui est une sorte de gigantesque business en Afrique et ailleurs, y compris dans les relais en Europe, un jour ou l'autre sera ramené au maintien de l'asile qui est indispensable aux gens qui en relèvent vraiment au titre des conventions internationales, les gens en danger, pas simplement les gens qui veulent immigrer. Et donc il y a une partie des courants d'émigration, aujourd'hui illégales, clandestines, pseudo-asile, etc., qui reviendra dans les flux normaux, soit maritimes, soit aériens,
Donc vous avez intérêt, si je puis me permettre de dire ça, à ce qu'une partie de ces flux redeviennent, peut-être à travers des compagnies à low cost. Enfin bon, c'est pas sans lien avec votre activité. Mais je dirais surtout que le défi à relever, c'est celui de l'écologisation. Alors j'emploie le terme parce que quand on dit écologie, c'est un terme statique. Il y a les bons, les méchants. Écologisation, comme on disait, industrialisation autrefois. On sait que ça va prendre, ce sont les domaines, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ça s'imposera au monde entier, y compris les pays les plus réticents, y compris les pays qui disent « moi, je vais d'abord me développer, on verra après ». Non, ce n'est pas possible. La rapidité de la dégradation qui saute aux yeux va s'imposer à tout le monde. Et les compagnies aériennes doivent évidemment intégrer ça. Donc, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas essayer de naviguer à côté. Faut pas... Bon. Alors, c'est une question des constructeurs d'avions, la consommation, les nouveaux matériaux, les nouvelles sources d'énergie, etc. Ça ne dépend pas que des compagnies qui circulent. Mais je pense qu'il faut que l'ensemble du secteur aérien l'intègre vraiment. Vous voyez, sans aucune gêne, sans aucune manœuvre. Après, ça s'étendra sur des décennies, naturellement. Mais il ne faut jamais donner l'impression que le monde de l'aérien voudrait échapper ne pas être rattrapé par cette obligation, y compris à travers le tourisme de masse, qui lui-même devrait être endigué à un moment donné. Il y a quelques endroits dans le monde, ce n'est pas encore le cas du Maroc, mais peut-être à Luxor, dans le monde, il faut prendre rendez-vous, vous voyez. Donc, je voudrais visiter l'île de Santorin, c'est possible, le 5 juillet 2025. Bon. C'est un phénomène qui vous paraît ridicule et exagéré, mais ça va. Il y a la masse humaine est tellement grande, les gens se déplacent tellement facilement, que progressivement, quasiment tous les sites répertoriés par l'UNESCO dans les sites les plus beaux de l'humanité vont devoir canaliser, endiguer. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus, dans une compagnie aérienne, de dire « moi je mise tout sur le tourisme de masse », parce que ça ira jusqu'au plafond. Non, jusqu'au ciel. Donc voilà quelques conseils sur le meilleur usage possible de la fragmentation, notamment régionale, et l'intégration. Merci Hubert Védrine, Une vision du monde. Voilà, c'est à la collection bouquin. Je remercie également Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Et enfin, Mohamed Berada, professeur à l'Université d'Assa II. Merci à nos grands témoins. Il y a des questions. Une question. Non, je parle d'ici. Moustapha Bousmina, président de l'Université Euromède de Fès. Je suis marocain, donc je suis africain. Et ma question portera sur l'Afrique et sur la question de l'intégration régionale. Dans le cadre de cette mondialisation, nous avons vu des groupements se constituer à l'échelle mondiale. Vous avez en Amérique du Nord l'accord ALENA qui a changé de nom avec Trump et qui réunit le Canada, les États-Unis et le Mexique et qui collabore de façon très étroite avec le Mercosur, avec l'Amérique latine. Et ça vous fait à peu près un peu plus de 1 milliard d'habitants. Vous avez l'accord ASEAN des pays de l'Asie du Sud-Est qui collaborent de façon très étroite avec la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Et ça vous fait 4,5 milliards d'habitants qui contrôlent entre 40 à 50% du commerce mondial. Et vous avez l'Union européenne, avec le Brexit, on est à 450 millions d'habitants, c'est très peu. Et vous avez en face de l'Afrique, de l'Europe, une Afrique qui a dépassé le 1,3 milliard d'habitants, avec un taux de croissance, en tout cas supérieur à l'Europe, avec des besoins énormes. L'Afrique a besoin de tout, a besoin de routes, d'autoroutes, des biens de consommation. C'est un territoire immense de plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec une jeunesse, avec un âge moyen de moins de 20 ans, comparativement à plus de 30 ans à l'échelle mondiale. Et le bon sens serait à ce qu'il y ait un lien entre cette Europe et cette Afrique. On est à 14 kilomètres, le Maroc est à 14 kilomètres de l'Espagne. Mais on constate en même temps que cette Europe est frileuse pour s'engager dans cette intégration économique. Nous l'avons vu pendant la pandémie, où l'Afrique avait besoin de vaccins, et on voyait certains pays européens consommer, acheter 8 fois la dose
requises pour leur population. Heureusement, le Maroc, on s'est bien sorti. On était le pays qui a le plus vacciné à l'échelle africaine. Nous l'avons vu durant cette guerre russe-Ukraine, où la crise en Europe était une crise énergétique, une crise surtout des semi-conducteurs, alors que la crise en Afrique était une crise alimentaire. Quelle est votre opinion? Est-ce que l'Afrique doit regarder l'Europe ou bien il va se dire écoutez, s'il n'y a pas d'intérêt, nous, on le fera avec d'autres. On entend à chaque mois Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet Russe-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sauf l'Europe qui est frileuse sur ça. Quelle est votre opinion sur cette question? Monsieur le président de l'université, puisqu'on a la chance d'avoir le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée qui réunit les pays et d'Afrique et d'Europe et de l'Est, va vous apporter une réponse. Écoutez, vous avez posé la question, mais vous avez aussi répondu à la question. Le monde a découvert le potentiel énorme de l'Afrique. Et on l'a vu pendant ces 3 ou 4... La Chine a commencé il y a peut-être plus qu'une décennie à investir énormément en Afrique. On ne va pas parler de ce mode d'investissement et son utilité. Et on peut le critiquer, et on connaît les défauts de ce mode d'investissement chinois. L'Amérique se réveille, vous l'avez bien dit, avec ce sommet entre l'Afrique et les États-Unis. Ce que je constate maintenant, c'est qu'il y a un début de prise de conscience à Bruxelles et dans pas mal des capitales de l'Europe, peut-être Hubert ne sera pas d'accord avec moi, de l'importance de l'Afrique. On a créé ce qu'on appelle des gateways, qui est une stratégie qui fait concurrence à la stratégie chinoise de la route du Silk and... je ne me rappelle plus du nom. Oui. La route de la soie. La route de la soie. Alors, il y a un début de prise de conscience en Europe sur l'importance économique, géopolitique de l'Afrique pour l'Europe et pour l'indépendance ou la souveraineté au sens stricto économique du mot. Est-ce qu'on est arrivé à un niveau d'intégration économique acceptable? Pas encore. Il y a un déséquilibre énorme et on a tendance à analyser les choses d'un point de vue migratoire, d'un point de vue crainte par rapport à ces flux migratoires, sans travailler vraiment pour créer des pôles de développement en Afrique qui peuvent amener l'Europe à faire mieux économiquement et à traiter la question migratoire d'une manière intelligente. Alors, ma réponse est un peu mitigée. Il y a un début de prise de conscience, mais on n'a pas encore vu des actes et des politiques et des financements et des investissements qui peuvent changer la donne tout de suite. Mais je suis optimiste par rapport au moyen terme. Monsieur le ministre, Hubert Védrine, vous souhaitiez réagir. Oui, je serai plus direct que Nasser. D'abord, ce n'est pas de la crainte migratoire, c'est la volonté que ce soit bien géré intelligemment. Donc, ce n'est pas une crainte en soi. L'Europe a besoin d'énormément d'immigrés dans beaucoup de domaines. Mais ce n'est pas ceux qui arrivent. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit des passeurs à la tête d'un business qui rapporte encore plus d'argent que la drogue, qui fassent la loi sur les politiques migratoires en Europe, y compris par un lien tordu avec des organisations en Europe. Il n'y a pas de raison que ça se fait comme ça. C'est une question de souveraineté, ça. Donc ce que je dis n'est pas du tout fondé sur une crainte. On a besoin de beaucoup d'immigration en Europe. Il faut qu'elle soit bien inspirée, bien définie, bien conduite. Pour le reste, il n'y a aucune frilosité. Je ne comprends pas le terme. C'est un terme trop facile. Au moment de la pandémie, il y a eu un choc énorme au début. Et tous les pays dans le monde qui en avaient les moyens ont réservé leurs moyens, surtout qu'ils s'étaient affaiblis eux-mêmes par une interprétation trop naïve de la mondialisation dans les 20 ans d'avant. Ils ont essayé de restocker pour eux en priorité, bien sûr. Il n'y a aucune frilosité. C'est une réaction normale de tous les pays au monde, sauf les pays qui n'avaient pas la capacité de faire des vaccins, dont la France d'ailleurs, qui n'a pas été capable de faire son vaccin, et qui ont essayé de rétablir des conditions correctes pour leur population.
Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec la question de l'intégration. Complètement différent. Vous avez pris un exemple vous disiez d'absence de solidarité, ce que je conteste, enfin, peu importe. Ce n'est pas le sujet de l'intégration, ça. Sur l'intégration, ce n'est pas aux Européens de dire aux Africains de s'intégrer ou pas. C'est aux Africains. Il n'y a aucune raison que les Européens se promènent en donnant des leçons, en disant il faut vous intégrer, gna gna gna, parce que c'est mieux. Regardez, la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne qui sont dans un parcours tout à fait historiquement spécial depuis des décennies. La France et l'Allemagne sont encore en désaccord frontal sur énormément de sujets, par exemple l'énergie, même maintenant, sur la définition de l'origine énergétique, par exemple, de l'hydrogène, etc. Bon, au nom de quoi on va continuer les trucs d'avant en disant vous devez vous intégrer, et si vous n'êtes pas intégré, c'est mal. Ça, c'est peut-être du baratin pour la Banque mondiale ou pour le FMI, mais les Européens n'ont pas à dire ça. Par contre, si les Africains disent on décide de s'intégrer, on sait comment faire, il y a l'idée générale d'un marché commun, voilà comment on va procéder. Très bien. Les Européens doivent prendre acte et travailler avec ça. Mais ce n'est pas eux de le dire. Et ce n'est pas eux de le faire à la place. Après, quand on dit l'Afrique, c'est quand même très, 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 très vaste. Il n'y a aucun rapport entre les pays du Sahel et l'économie de l'Afrique du Sud, par exemple. Donc comment est-ce que vous pouvez intégrer ça? Vous allez le faire par région. Il ne faut pas que vous soyez prisonnier non plus des schémas Banque mondiale qui sont très, à mon avis, assez arriérés. Ils parlent même des sous-régions, ce que je trouve insultant, c'est ridicule. Enfin, bon. Donc il y a une approche, c'est aux Africains de déterminer. Quant à la relation des Africains par rapport aux Européens, aux anciennes puissances coloniales, c'est aux Africains de dire, en fait. Est-ce que les Africains se sentent tellement forts aujourd'hui qu'ils vont dire on ne veut plus de la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, tous ces trucs-là, on n'en veut plus, on n'en a plus besoin. Et on va se débrouiller avec les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Qataris, les Israéliens, les Japonais, etc. Très bien. Si c'est le choix africain, que les Africains fassent ce choix. Et vous ne pèserez pas sur la politique européenne ne sera pas plus intelligente à coup de slogans sur frilosité ou forteresse Europe. Ce n'est pas le cas. Il faut démontrer qu'il y a une relation d'avenir. Je pense qu'il y en a parce que moi, je continue à fréquenter beaucoup de dirigeants et j'entends encore beaucoup de chefs d'État africains, je ne parle pas nord-africains, africains, qui me disent il faut que vous acceptiez d'être mis en compétition avec tout le monde, d'accord, mais ne nous laissez pas en tête-à-tête avec les Chinois. C'est les mêmes qui disent ça. Bref, c'est aux Africains à répondre à cette question, pas à moi. Mohamed Berrada, un mot, Oui. un dernier mot. Je pense qu'il faudrait faire attention à ce qui se passe en Afrique, parce que tant que l'Europe est restée à l'écart, ce sont les Russes, ce sont les Chinois qui sont en train d'exploiter essentiellement les matières premières africaines. C'est tout ce qui les intéresse. Et ça, c'est pour moi, ce type de relation est beaucoup plus grave que les relations dans le passé. Lorsqu'on observe le développement de l'économie mondiale, de plus en plus, elle se fait dans un contexte régional. La Chine est en train de réduire ses échanges avec l'Occident et développer ses échanges avec le Vietnam, avec les autres pays autour. Ça me fait l'impression d'un développement comme un vol d'oie, c'est-à-dire il y a la locomotive principale qui est suivie par des satellites. Il est clair que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Et à travers cette Afrique, pour terminer, c'est que le Maroc l'a compris. Et il investit énormément dans ce domaine sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, relationnel. Et je rappelle juste une phrase que Sa Majesté Hassan II avait dit, que Dieu ait son âme. Le Maroc, c'est comme un arbre qui plonge ses racines en Afrique et qui respire par ses feuillages en Europe. Merci.